Dans ce livre, je partage ce que les gens vont pouvoir découvrir pour atteindre la connaissance illimitée. La connaissance illimitée, aujourd'hui, c'est quoi pour moi ? C'est apprendre, appliquer, partager. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. C'est le Book Club de Mohamed Boclet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. On va expliquer les mots difficiles ce matin. Vous avez aujourd'hui votre propre centre de formation qui porte votre nom et vous publiez aujourd'hui votre premier livre qui s'appelle Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Et avant de lire un livre, écrivez-vous, il faut toujours se demander pourquoi. Alors pourquoi lire votre livre et pourquoi c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on lit un livre ? Alors pourquoi lire mon livre ? Tout simplement pour apprendre à apprendre, parce qu'aujourd'hui on ne nous a jamais appris à apprendre, on passe notre vie à apprendre depuis l'enfance, depuis la maternelle, on nous apprend des choses et jusqu'à la fin de notre vie et on s'est jamais arrêté pour nous dire voilà comment on devait apprendre. Donc les personnes doivent lire ce livre tout simplement pour avoir la notice des techniques d'apprentissage pour pouvoir acquérir du savoir toute leur vie. Ça c'est la première raison pourquoi il faut lire le livre. Et la deuxième question, je vous laisse me la reposer. Tu dis pourquoi est-ce que c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on livre avant de le faire ? Parce que tout simplement, si on ne sait pas pourquoi on lit un livre, il n'y a pas d'intérêt de le lire. Parce que le temps, c'est la chose la plus chère qu'on a en notre possession. Et si on passe 2 heures, 3 heures, 4 heures à lire un livre, mais on ne sait pas la raison qui nous a poussé à lire un livre, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des personnes qui prennent un livre, le lisent, tournent les pages, et à la fin, ils se rendent compte que le livre ne les intéresse pas, il n'est pas bon pour eux, ou ils n'ont rien appris. Parce qu'ils n'avaient pas la raison profonde qui les a poussés à lire le livre. Donc c'est la raison pour laquelle j'invite les gens à toujours se dire pourquoi je prends ce livre avant même de commencer à le lire. Et ce qui est très, très important, et ça c'est valable pour tout le monde, si vous n'accrochez pas au livre, il n'y a aucune obligation de le terminer. Si vous pensez que c'est pas bien, vous le terminez pas. Les gens s'obligent à souffrir pour aller jusqu'au bout d'un livre qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est... Vous savez pourquoi ? D'après moi, j'ai une théorie, c'est la mienne, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est parce que la lecture a été assimilée à la note à l'école, tout simplement. À l'école, on devait lire des livres de manière obligatoire. Il fallait absolument lire tout le livre pour avoir une bonne note. Et si on lisait pas tout, on avait peur d'avoir une question sur ce qu'on n'a pas lu. Parce qu'on est évalué sur ce qu'on ne connaît pas et non pas sur ce qu'on connaît. Et on a gardé ça dans notre tête, on a grandi avec ça. Et donc même aujourd'hui, lorsqu'on prend un livre, on le prend et on se dit il faut absolument que je commence la première page et je vais jusqu'à la dernière page. Mais ce qui est aberrant, parce que quand on regarde une série et qu'on regarde le premier épisode et que ça nous plaît pas, ou qu'on regarde un film, on n'a pas de scrupule à éteindre et à aller passer à autre chose. Mais quand c'est un livre, on dit mais par respect pour l'auteur, non, l'auteur il veut que tu le lises s'il te plaît. Si tu es là pour juste pour lire et te rappeler de rien du tout, il n'y a pas d'intérêt. Oui, pas de souffrance, c'est pas obligé. Quelle est la principale question que vous vous posez, vous, Mohamed, quand vous lisez un livre ? Aujourd'hui, la principale question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner à mes élèves ? C'est-à-dire que je suis toujours... Ah, c'est bizarre comme ouais. C'est-à-dire que quand je lis un livre, je me dis, parce que je lis très peu de romans, je lis récemment des livres d'apprentissage, et quand je lis, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau, que je vais pouvoir moi utiliser, et que je vais pouvoir aussi partager. Je suis toujours dans cette démarche de apprendre, appliquer, partager, et donc je suis dans cette démarche de, je suis là pour m'enrichir, et également enrichir les gens qui sont autour de moi, donc leur partager mon savoir. Et donc ça me pousse à être toujours dans cette introspection de dire ah ça c'est intéressant, ça pourrait aider telle ou telle personne, ah ça j'ai déjà eu tel problème, ça pourrait résoudre tel problème, et je suis dans cette optique de lecture. Est-ce que vous lisez des livres gratuitement ? Très rarement. Moi je suis pas un lecteur. Moi de nature je suis pas du tout un lecteur, et j'aimais pas lire, et aujourd'hui je dis pas que j'adore la lecture, c'est pas j'aime lire parce que je lis des livres de développement, des livres d'apprentissage, et c'est plus sur ces choses-là, mais on me verra jamais lire un roman. À part quand j'ai préparé les championnats, parce que là, les championnats, c'était des romans, et donc il fallait absolument s'entraîner sur des romans. Il n'y a pas de notion de plaisir chez vous, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai appris à aimer la lecture parce que je développe, quand j'apprends des choses, je me dis wow, c'est incroyable, je découvre des choses, c'est cet aspect connaissance qui me fait émerveiller, qui me dit waouh, c'est beau, et donc j'ai ce plaisir-là que j'ai. Mais j'ai pas le plaisir d'aller prendre un roman et de me dire je vais m'évader en lisant un roman parce que je l'ai jamais fait et c'est pas ce qui me plaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez appelé votre livre Connaissance illimitée ? Parce que ça représente qui je suis et ce que je veux dégager et ce que je veux partager autour de moi. Au sens où, dans ce livre, je partage ce que les gens vont pouvoir découvrir pour atteindre la connaissance illimitée. La connaissance illimitée, aujourd'hui, c'est quoi pour moi ? C'est apprendre, appliquer, partager.
On apprend quelque chose. Ça, c'est votre définition de la connaissance illimitée. Effectivement. Apprendre, tout simplement. Découvrir, apprendre, appliquer ce qu'on a appris, parce que ça sert à rien d'apprendre si on n'applique pas ce qu'on a appris. Et ensuite, le partager. Et tout ce qu'on partage, ça devient illimité. Ça veut dire que quelque chose de matériel, si je le partage, vous me demandez 50 €, j'en ai 100, je vous donne mes 50 €, il m'en reste plus que 50. Le savoir, plus on le partage, plus il devient illimité et il se partage. Et peut-être que grâce à moi, personne aura écouté cette émission ce dimanche matin, va le partager à une personne, qui va le partager à une personne, et peut-être à l'autre bout du monde, une personne va découvrir la lecture rapide, va se mettre à lire et va atteindre la connaissance illimitée. Et la définition de la connaissance, quand on va sur Larousse, c'est action. Ça commence par le mot action, la définition. C'est action, fait de comprendre et de connaître les caractéristiques de quelque chose. Et donc, même le Larousse commence par la notion d'action, et c'est pour ça que c'est apprendre, appliquer. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de connaissance. C'est que du savoir. Souvent, cette notion et ce terme de connaissance, ça dégage un côté un petit peu ennuyeux. C'est vrai. Pendant longtemps, connaissance, Je suis entièrement d'accord, parce que même moi, pendant longtemps, je pensais que la connaissance était quelque chose de très abstrait. Que c'était pour certains types de personnes et que c'était pas accessible à tous. Alors que non, tout est connaissance, et c'est à nous d'apprendre les choses et de les appliquer, tout simplement. Et quand vous dites appliquer, ça veut dire quoi ? Je parle d'autant plus volontiers que j'ai un jeune élève devant moi à qui je dis tous les jours la même chose, notamment sur l'observation, sur la lecture et sur l'application. Ça veut dire quoi pour vous, appliquer ? Appliquer, ça veut dire mettre en action tout de suite ce qu'on a appris. Ça veut dire, je lis le livre, on est là sur le livre Connaissance illimitée, et je découvre que dans le livre, il y a le guide visuel pour lire plus rapidement, ou que il y a le mind mapping. Et je vais pas attendre demain, après-demain, 1 mois, 2 mois, je vais appliquer tout de suite. Je me rends compte que j'ai mes croyances limitantes et j'ai cette voix, ce que j'appelle le Superman, qui nous dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et directement, dès que je l'entends, je vais appliquer les conseils et me dire non, je vais reformuler mes phrases, je vais reformuler mon état d'esprit. Et donc, pas attendre aujourd'hui. Ce que je constate avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y a 2 types de personnes. C'est ceux qui commencent aujourd'hui et ceux qui commencent demain. Ceux qui commencent demain, c'est demain je ferai. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dans demain. Et tu as ceux qui sont dans aujourd'hui. Et nous, il faut qu'on soit dans aujourd'hui. C'est-à-dire, j'apprends, j'applique tout de suite. Et appliquer, c'est pas passer des heures, juste 5 minutes tous les jours de quelque chose qu'on a appris. Après, ça devient l'effet cumulé, tout simplement. Tous les jours un peu, et on ne peut que progresser. Qu'est-ce que vous avez appris entre aujourd'hui et hier, que vous avez appliqué ? Très bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris entre aujourd'hui et hier ? Je pense que là, je suis en train de lire un livre sur la dépolarisation. Et dans ce livre-là, on parle de la notion de voir le côté positif de chaque chose. Vraiment le côté positif. Et exemple, aujourd'hui, je ne devais pas être là, initialement, parce que j'avais un autre déplacement. Ça s'est fait, après tout a été reprogrammé. Et donc là, je me dis, le côté positif... Et moi, je me suis reprogrammé aussi, pour tout vous dire. Parce que, effectivement... donc là... Mais c'est quoi, ça ? Ça veut dire, dans la dépolarisation, dans le livre, dans la notion de livre, c'est un livre qui est écrit par Pierre David. Dans ce livre-là, il y a la notion de se dire que dans chaque chose, il y a l'aspect positif, et toujours aller rechercher le côté positif de l'action. Et donc, moi, ça me permet de relativiser et de toujours retirer le meilleur de chaque action. Et donc, j'ai appris que je devais beaucoup plus relativiser. Donc, finalement, c'est quoi ? C'est la loi de l'attraction ? Vous définissez ça comme comment ? Non, je suis pas dans la loi de l'attraction. C'est quoi ? C'est la synchronicité ? C'est surtout, c'est plutôt le destin, et de me dire que si c'est arrivé, c'est que c'était comme ça, et donc beaucoup plus relativiser et me dire c'est le destin, c'est ce qui avait été défini, et donc toi, tu as envie que ce soit autrement, mais non. Il y a une autre décision, et accepter cette décision, mais vraiment être dans l'action et se dire quel est le côté positif de ce qui vient de m'arriver. Et ça, c'est très puissant, parce que ça nous permet beaucoup plus de relativiser par rapport à toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Vous racontez dans le livre que à l'âge de 12 ans, vous êtes diagnostiqué diabétique. J'imagine que c'est diabétique de type 1. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça a eu de positif pour vous ? C'est une des meilleures choses qui m'est arrivée. Et pourtant, vous n'en parlez pas. Hein. J'en parle pas parce que... Alors là, vous dites, voilà, j'ai eu le diabète, bref, et puis point. Parce que... est-ce que j'ai fait le deuil de ça ? Est-ce que il y a plein de choses. C'est que moi, je suis né dans une famille nombreuse, j'ai 6 sœurs, je suis le seul garçon. Vous êtes l'avant-dernier d'une famille de 7. Voilà, exactement. Pour les parents, le seul garçon, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Et pour ma mère, quand j'ai eu le diabète, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines. Parents ne parlent pas français.
Pour eux, c'était très dur de venir me voir à l'hôpital. Et j'ai vécu... Pour stabiliser, pour qu'on vous désucre. Voilà, exactement. J'étais à 6,50 g. J'étais à 2 doigts de faire un coma d'hyperglycémie. Donc, quand le médecin voit ça, on voit directement à Robert Laffont. Robert Debré. Robert Debré. Ah, Robert Laffont, c'est bien. C'est bien. C'est des gens qui appliquent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils citent leur éditeur tout de suite. Robert. Effectivement, donc Robert Debré, je suis hospitalisé des enfants malades. Exactement, pendant 3 semaines. Je vois mes parents venir régulièrement. C'est très dur. Et après, quand je sors, travailler sur mon diabète, ma glycémie. Et ce qui se passe, c'est que à cet âge-là, à ce moment où on a envie de jouer, on mange plein de sucre. Moi, je devais faire attention à tout ce que je mangeais. J'étais souvent en hypoglycémie. Et comme j'avais un problème de confiance en moi, l'hypoglycémie augmentait mes problématiques. Exemple, juste avant l'émission, là, j'ai regardé ma glycémie. Je me suis dit, comment va se passer l'émission ? Est-ce que je vais être en hypo ? Mais c'est inconscient parce que moi, je le vis tous les jours. Et pourquoi je vous dis que c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée ? Vous avez une pompe ? Non, j'ai un capteur qui est là pour regarder la glycémie. Donc, on dirait, je peux vous le montrer, c'est rien. C'est un juste capteur, ça. ouais. Et après, je me pique à chaque repas. 4 fois par jour. Matin, midi, soir et 2 fois le soir. Et pourquoi je vous dis que c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée ? Parce que ça m'a empêché de faire plein de choses. Et ça m'a permis aussi de... Ça vous a empêché de faire quoi ? Plein de choses que des jeunes font à un certain âge que j'ai eu la chance de pas faire. Mais genre d'être un bad boy. Non, mais parce que j'ai grandi dans un quartier où plein d'amis à moi faisaient plein de choses et que moi, à Saint-Ouen, à chaque fois que on était confrontés, on me proposait de faire des trucs, j'avais la peur de mon père et l'éducation de mes parents, mais j'avais aussi de manière inconsciente cet aspect de, imagine tu fais ça, tu tombes en hypo, t'es pas bien, cet aspect-là qui va venir me freiner. Et j'ai une hypo pour ceux qui nous écoutent, une hypoglycémie, excusez-moi. Non, mais surtout expliquer aux gens quels sont les résultats sur le corps. Qu'est-ce qui se passe quand on est en hypo ? Quand on est en hypoglycémie, on a des sueurs froides, on a des tremblements, on a du mal à parler, on peut s'évanouir. L'état final, c'est l'évanouissement. Le fameux coma. Ouais, effectivement, parce que tout le sang du corps, tout le sucre qu'on a dans le corps monte au cerveau. Parce que c'est l'endroit où on a besoin le plus de sucre. Dans le corps, il n'y a plus de sucre et donc on tombe. Et c'est pour ça qu'on tremble. C'est pour ça qu'aussi, on a du mal à parler. Des fois, on parle très vite. Bon, là, je parle vite aussi, mais c'est pas parce que je suis en hypo. Et on a des symptômes intérieurs qui sont très difficiles à percevoir à l'extérieur. Les gens ne voient pas, mais on se sent vraiment mal. On se sent vraiment mal. Donc, c'est pour expliquer que vous redoutez cette hypo. C'est le truc que le diabétique de type 1 redoute, c'est ça ? Exactement. Et surtout, on redoute le fait de tomber... évanoué, effectivement. Et c'est le book club de Mohamed Boclet aujourd'hui qui publie Connaissance illimitée chez Robert Laffont, son premier livre, issu de son expérience, un livre dédié à notre potentiel. Pourquoi ? Pour apprendre à apprendre. Parce que notre potentiel est illimité. Exactement. Ça veut dire quoi parce que vous dites le potentiel de tout le monde en fait. Bien sûr. Pourquoi je dis que le potentiel de tout le monde est illimité ? Parce que tout simplement, on se met des barrières mentales, on se met des plafonds de verre. Et aujourd'hui, les personnes ont des intelligences. On a ce qu'on appelle les intelligences multiples qui a été développé par Howard Gardner. Et les gens ne connaissent pas leur intelligence, ils connaissent pas ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent réaliser. Et on se met des plafonds de verre, on n'essaye même pas. Et comme on n'essaye même pas, on peut même pas savoir ce qu'on peut atteindre réellement. Et donc c'est ça notre potentiel limité. On va pas tous atteindre la même chose, on va pas tous aller sur la Lune, on va pas tous faire le 100 mètres comme Usain Bolt, mais on va pouvoir atteindre le maximum de nos capacités. Et c'est ça être illimité. Être illimité, c'est aller au maximum de ce que moi je peux réaliser. Et mon maximum, c'est pas le maximum de la personne qui est à côté de moi, parce qu'on est tous différents. Et quelle que soit la personne qui aura réussi avant nous, ou quelle que soit la personne qui aura réussi après nous, on a notre propre potentiel et il faut aller à la recherche de ce potentiel et l'atteindre tout simplement. Ça vous est venu quand, cette idée du mot illimité, vous est arrivé quand ? Elle m'est arrivée 1 an après que je découvre la lecture rapide. Je découvre la lecture rapide en février 2019, donc c'est pas énorme. Et 1 an après, en 2020, j'ai cette notion de connaissance, d'apprentissage, d'illimité qui commence à naître en moi. Et c'est à ce moment-là, quand je crée mon association, à l'époque, qui était une association qui s'appelle Connaissance illimitée, que j'ai cette notion et j'ai pas encore cette notion de l'illimité dans tout ce qu'on peut réaliser. Et c'est à force de lire, à force de faire des choses que, de manière inconsciente, cette notion est arrivée et que je suis arrivé à dire je suis illimité et que toutes les personnes, on est tous illimités et qu'on doit aller à la recherche de notre destin. Mais l'idée d'accoler les deux mots, connaissance illimitée, vous avez un souvenir en disant c'est ma marque, Vous avez forcément un souvenir du jour où vous vous êtes dit tiens, connaissance illimitée, c'est ma marque.
Le jour où j'ai eu ça, je pense que c'est suite à un atelier que j'avais fait sur Montpellier avec des élèves, en voyant les résultats des élèves, en voyant ce que moi aussi j'étais capable de réaliser en termes de lecture, en termes d'apprentissage, que cette notion de, oui, la connaissance, elle est là, et effectivement, elle est illimitée. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de savoir à disposition et tout le monde peut acquérir du savoir. Le savoir est là, on va sur Internet, on tape, on peut chercher, il y a des bibliothèques, les livres sont à disposition, c'est une carte de bibliothèque, ça coûte 5 € l'année. Le savoir est là, on peut l'acquérir, il est à notre disposition, il faut juste le prendre et l'appliquer. C'est votre femme qui vous a inscrit à l'issue de votre plein gré à cet atelier. Exactement. Elle tombe sur un atelier de lecture rapide sur Montpellier, une personne qui faisait des ateliers les dimanches après-midi sur Montpellier. Et comment s'appelle cette personne ? Elle s'appelle Johan Gimnez. Et ça fait partie, c'est une personne incroyable, il fait partie toujours de mes amis aujourd'hui. Et lui animait des ateliers sur Montpellier de lecture rapide. C'était 6-7 à y aller tous les dimanches. Et ma femme tombe sur cet atelier sur Facebook, tout simplement. Elle voit cette personne qui faisait ça gratuitement et qui proposait aux gens qui voulaient découvrir la lecture rapide de venir. Elle m'oblige, parce que moi je lui dis non. Elle insiste. Et après plusieurs semaines de négociations, entre guillemets, elle m'inscrit à ma place. Mais réellement, elle s'inscrit sur Facebook et elle envoie un message à la personne. On en rigole encore un peu ensemble quand on se voit. Elle se dit, voilà, je vous ai inscrit. J'ai inscrit mon mari, il s'appelle Mohamed. C'est pas moi qui viendra. Moi, je m'appelle Mathilde, mais c'est mon mari qui vient. Et j'y vais. Et vraiment, j'y vais avec plein d'a priori, avec plein de croyances limitantes, avec plein de choses. Non, c'est pas fait pour moi, j'irai pas. Qu'est-ce que je vais faire dans un truc comme ça ? Moi, j'aime pas lire. Pourquoi je vais aller dans un atelier pour lire ? Et là, je me prends une claque. J'ouvre la porte et réellement, je me prends une claque. 2 personnes jeunes, jeunes ou pas jeunes, il y avait des personnes qui avaient 40, 50 ans, mais mentalement, ils étaient là pour nous rafraîchir, ils étaient là pour me dire, tu peux réussir, tu peux apprendre, tu peux faire des choses. Et je les vois lire, tourner des pages, je comprenais rien du tout, je les voyais bouger des mains, je leur dis, mais vous êtes en train de mentir, c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire. Et là, ils commencent à me montrer des vidéos de championnat sur YouTube, et ils commencent à me dire, c'est tous les dimanches, tu peux revenir. Et j'y vais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, je commence à prendre goût à ça et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu là-bas ? Le premier livre que j'ai lu, c'est un peu un cliché. Non, là-bas, à l'atelier de lecture rapide. À l'atelier, non, le livre que j'ai lu à l'atelier, je m'en rappelle pas. Je vais pas vous dire, mais je pense que... Pour savoir ce qui vous a finalement, parce que le premier texte, c'est important de savoir le premier texte sur lequel on va tomber, parce qu'il faut accrocher. Ouais, non, j'ai plus en tête le nom du livre que j'avais. Ils avaient plein de livres. Moi, j'étais allé à un atelier de lecture rapide sans livre. Ce truc j'avais oublié, j'avais pas compris le concept. Et là, ils avaient plein de livres. J'en ai pris un, je l'ai lu. Je sais que j'avais pas très bien compris tout ce que j'avais lu parce que j'avais essayé de mettre en application ce que eux faisaient. Je les voyais bouger la main, pas partout. Donc, je faisais un peu comme eux. Alors bouger la main pas partout, ce que vous avez fait, ça passe pas à la radio, ça se verra sur la vidéo, mais ça passe pas à la radio. Vous avez donc qu'est-ce que vous avez fait avec la main ? Tout simplement, j'ai fait le signe du S sur la main, sur la feuille. Donc on prend la page et on passe notre main en S inversé ou comme un serpent et on va venir avec notre main utiliser notre main comme un appui visuel et on va venir prendre des mots. Picorer, moi j'appelle ça picorer sur notre page pour venir aller chercher les mots-clés et retenir les informations importantes. D'accord. C'est un mot particulier, cette étape ou pas ? Alors, non, ça n'a pas de nom particulier. C'est pas de la prélecture, c'est quoi ? Alors là, moi, j'ai déjà entendu parler de la prélecture. Moi, je n'utilise pas la prélecture comme technique. C'est vraiment, tu utilises le S pour lire. Et sur toutes les pages ? Sur toutes les pages, du livre. Effectivement. L'idée de votre livre, à vous, est née en juillet 2021. Et vous pensez, Mohamed, dans un premier temps, le sortir en auto-édition. Et là, alors, je ne sais pas si c'est de la synchronicité. Au moment où vous vous apprêtez à le sortir, qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. Je fais mon livre. Il est prêt. On est en avril 2022. Le livre est prêt. Je fais mes réunions avec mes équipes sur le marketing, c'est-à-dire comment on va le vendre, est-ce qu'on le fait sur Amazon, à quel prix. On est en train de travailler. On se dit qu'on va le lancer le 1er mai. Et là, en avril, je reçois un mail de Robert Laffont. Robert Laffont, d'une personne de l'équipe de chez Robert Laffont qui m'écrit et qui me dit Monsieur Bocquet, est-ce que un projet de livre vous intéresse parce que on voit ce que vous faites et on pense que ça peut être pertinent. Et là je me dis mais c'est incroyable, moi le livre il est prêt, il doit sortir dans 1 mois et je reçois ce mail. Et une chose aussi qui est incroyable, et ça pour toutes les personnes qui nous écoutent ici, ne jamais croire ce que les gens vous disent, tout simplement parce qu'ils les disent avec uniquement leur prisme et leur croyance. Parce que 5 mois avant,
je fais une réunion avec une personne qui a édité déjà plusieurs livres et je fais une réunion avec elle et je lui dis voilà, j'ai envie de faire mon livre, je suis en train de l'écrire, j'aimerais me le faire éditer et je lui dis c'est quoi les conseils que tu peux me donner. Premier truc, c'est impossible, les maisons d'édition ils sont surbookés, il y a eu le Covid, ils ont plein de livres à vendre, en plus ils s'occupent mal de vous, c'est n'importe quoi, je te conseille pas de passer par eux, vends-le tout seul sur Amazon. Et donc j'ai cru que je pouvais pas être édité et donc je suis parti dans mon monde en me disant ok, vas-y, fais ton truc tout seul. Et là je vous le dis, j'ai jamais été aussi bien accompagné, l'équipe est incroyable, ils me suivent, ils sont derrière moi, ils m'ont mis à disposition des choses incroyables. Le livre on l'a coécrit après, donc on a reformulé le livre pour aider le livre à faire qu'il soit beaucoup mieux que ce que moi j'avais fait au début, et ça j'aurais jamais pu le faire si j'avais été tout seul. Donc ça c'est aussi un enseignement. C'est Caroline qui a travaillé avec vous? Exactement. D'accord. Je sais qui c'est qui vous a dit ça d'ailleurs, tiens. Je sais pas. Si, je sais qui vous a dit ça, j'en suis sûr. Vous verrez, viendrez me voir dans mon bureau après l'émission. Comment vous avez travaillé sur ce livre? C'est un gros boulot de quoi? De recherche, de... Ça, en vrai, j'ai de la chance moi, je suis formateur, hein, je forme depuis 2020, et donc j'ai repris tout ce que moi j'enseigne à mes élèves de manière beaucoup moins poussée que ce que je fais dans mes formations, et ça a été ça le fil conducteur. Donc je suis pas reparti de zéro, et les 2 chapitres qui sont supplémentaires, c'est l'importance de la connaissance qui est au début, et aussi désapprenez vos limites. Ces 2 chapitres-là, même désapprenez vos limites, je l'aborde beaucoup dans mes formations. Ce qui me caractérise dans mes formations de techniques d'apprentissage, c'est que je mets l'accent beaucoup sur les croyances. Parce que les techniques, elles sont là. Il y a plein de livres qui existent sur les techniques d'apprentissage. Vous pouvez en trouver plein, vous allez vous les chercher, il y a pas de ils existent, ils sont là, ils existent depuis très longtemps. Mais d'apprentissage de quoi? De lecture rapide, de mind mapping, de mémorisation. Les livres de Tony Buzon sont là, et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai voulu mettre ce que moi j'ai appris, ce qui a fonctionné pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Et déjà, la première chose qu'on doit avoir avant même d'apprendre à lire rapidement, avant même d'apprendre les techniques de mémorisation, avant même d'apprendre le mind mapping, c'est de se dire que c'est possible, que je peux et que mon cerveau peut mémoriser, peut retenir. Et dès qu'on a débloqué ça, dès qu'on a accepté de se dire que oui, c'est possible, là, ce sera possible. Parce que moi, je me suis entraîné à la lecture rapide pendant plusieurs semaines, et au début, je comprenais rien. Et j'avais la certitude que ça allait fonctionner. Et si j'avais pas cette certitude, j'aurais arrêté comme beaucoup de gens le font. Et donc, et j'accentue beaucoup sur ce sujet dans le livre et dans toutes les formations que je fais, faire comprendre à chacune des personnes que oui, ça va marcher avec vous, il va juste falloir faire les actions et passer en compétence inconsciente. C'est quoi la compétence inconsciente? La compétence inconsciente, c'est faire les choses de manière automatique et ne même plus y penser. C'est-à-dire un sportif de haut niveau, une personne qui fait du tennis, pourquoi il répète tous les jours? Pourquoi Federer, maintenant il a la retraite, ou Nadal s'entraîne tous les jours? Pourtant, c'est les meilleurs joueurs de tennis. Mais pour que ce soit inconscient, eh bien, il faut tester les techniques d'apprentissage jusqu'à ce que ça devienne inconscient et qu'on puisse apprendre simplement et utiliser notre cerveau comme il se doit. À l'intro, on sait de quoi ça parle. Rocky 3, hein, c'était la bande originale de Rocky 3. Exactement. Mohamed Bouclé. Alors moi je dis Bouclette depuis le début, mais non, c'est Bouclé. Il a fallu attendre le 3e plateau pour savoir que je dis des bêtises. Bien, Mohamed Bouclé qui publie Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Pourquoi l'œil du tigre? On vous dit que vous avez l'œil du tigre? Non, c'est cette musique me motive beaucoup et ça me rappelle un peu ma jeunesse. Et plein de fois, on m'a fermé des portes, on m'a dit que c'était pas possible, on m'a dit que j'y arriverais pas. Et quand j'écoute cette musique, je me dis en vrai, non, je peux le faire, je peux y arriver. Et donc ça me permet de me rappeler. En vrai, j'ai certains ancrages sur le fait que oui, tout est possible et ça me motive à avancer tout simplement. Bon, vous avez une scolarité un peu perturbée, on va dire. Effectivement. Jusqu'à quelle classe? Alors déjà, la primaire, c'était une catastrophe. Toute la primaire. Jusqu'à la CM1, ça commençait à aller mieux. Collège, j'étais plutôt moyen. Mais moyen avec beaucoup de travail. Après, j'ai eu la période de diabète où là, c'était un peu plus compliqué. Après, j'ai eu mon brevet. Et lycée, j'ai fait un bac S, mais au lycée, j'étais celui qui avait j'avais les encouragements, mais j'avais juste la moyenne. Où j'étais à 9,5, mais on m'encourageait parce qu'on voyait que je faisais des efforts. Il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui a 10, mais on dit peut mieux faire. Et il y a celui qui a 10 et on l'encourage parce qu'on sait qu'il a 10, mais qu'il a travaillé pour avoir les 10. Et donc j'étais celui-là et j'ai eu le bac avec 10,33. D'accord.
Alors, vous avez failli, parce que vous ne l'avez pas raconté, mais vous avez failli être orienté en SECPA à un moment donné, donc vous dites non. C'est pas moi qui dis non, c'est mon père. C'est votre père, oui, qui dit non. C'est mon père qui refuse, parce que comme j'ai trop de difficultés en classe, c'est plus possible, parce que j'ai trop de retard et je ralentis la classe. Et moi, j'habitais à Saint-Ouen dans le 93, et il y avait ce qu'on appelle la perfectionnement, parce que SECPA, c'est réellement au collège, mais je dis SECPA parce que les gens connaissent très peu les classes de perfectionnement, et c'était à Barbès, dans le 18e. Et mon père a dit, mais jamais mon fils ira de l'autre côté du périph', tout simplement, et ira là-bas. Et surtout, mon père, il voulait pas que j'aille dans ces classes. Il me dit, non, tu vas rester là, on va se battre. Et c'est à ce moment-là qu'on détecte ma dyslexie. Et c'est à ce moment-là que je commence à aller chez l'orthophoniste et que je passe mes mercredis et mes samedis chez l'orthophoniste. Vous auriez pu faire médecine aussi? Oui, j'ai fait... alors, j'aurais pu. Ma sœur est médecin. Et donc, quand j'ai eu le bac, moi qui ne savais pas quoi faire de ma vie, j'ai eu mon bac et je me dis, déjà, tu as le bac, c'est bravo. Ma sœur était en médecine, était en 2e année. Et je me suis dit, je vais faire comme ma grande sœur. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'y vais, mais réellement, j'y vais 3 jours. J'y vais les 3 premiers jours. Ah ouais. Donc non, j'ai pas fallu être médecin. Vous avez l'inscription, mais... Voilà. Non, j'ai que l'inscription. C'est pour ça que j'en parle très peu. Parce que j'y vais et vraiment, je me prends une claque. Les premiers jours, non, j'y vais une semaine. Les premiers jours, l'ambiance, les personnes. Je me dis, non, c'est pas fait pour moi. Je peux pas rester là. Et c'est comme ça que toute cette année, j'ai fait plein de petits boulots. Pendant 1 an, j'ai fait plein de petits boulots parce que j'avais pas d'école. T'as fait quoi comme petit boulot? Je peux citer des noms. Je travaillais la nuit à DHL, je commençais à 2h du matin, je finissais à 6h. Je me rappelais que j'allais à Manpower pour avoir des missions en me disant t'as rien, t'as que le bac, tu auras rien. Et j'arrêtais pas d'aller les voir pour trouver une mission. Ensuite, on m'a fait faire du tri postal. J'allais dans des dépôts et je faisais du tri de courrier. J'ai fait des prospectus, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Avant de me dire non, je vais reprendre les études, et qu'un ami me dit il y a un DUT qui est bien, il est à Villetaneuse. Quand tu sors, au bout de 2 ans, tu peux commencer à travailler. Je me suis dit, c'est bien, 2 ans, au moins dans 2 ans, j'aurai un diplôme. Et donc, j'y suis allé. Et là, incroyable, je finis major de promotion. Parce que je bosse comme un fou. Et le fait de finir major de promotion, c'est à ce moment-là que je me suis dit, et pourquoi je ne continuerai pas en école d'ingé? Et c'est comme ça que je suis allé en école d'ingé et que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Bien, la lecture rapide arrive quand vous avez 30 ans. Aujourd'hui, vous lisez à quelle vitesse? Aujourd'hui, je lis un livre de 200 pages en 35, 40, 45, 1 heure. On va dire entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure. D'accord. Je veux dire que c'est mon objectif, c'est la course. Mon objectif, c'est d'aller à l'essentiel et de prendre ce dont j'ai besoin, tout simplement. Mais en compétition? En compétition, le meilleur score que j'ai fait, c'était les championnats du monde, où j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes, avec 18 sur 20 en questions-réponses. Ça, c'était les championnats du monde 2021. C'est le meilleur score que j'ai fait. Vous êtes arrivé vice-champion du monde. C'était où, ces championnats du monde? C'était en ligne, parce qu'avec le Covid, ça a été fait en ligne, tout simplement. Ouais, d'accord. Et il y avait combien de participants? Il y avait environ 200 participants et 15 ou 20 pays représentés. D'accord. Il y avait quoi comme pays de représentés à peu près? Alors, il y avait l'Afrique qui était représentée. Il y avait plusieurs pays d'Europe. Donc, en Afrique, il y avait l'Algérie, le Maroc, il y avait le Sénégal, il y avait le Mali. Ensuite, en Europe, on avait la France, on avait le Portugal, on avait l'Angleterre en Europe, ce que je disais. Après, qui lisait en anglais? Qui lisait en anglais. Alors, le livre est traduit en plusieurs langues. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le livre est traduit. Il y avait également le Pakistan qui était représenté. La Chine n'était pas représentée parce qu'en ligne, la Chine n'était pas représentée à l'époque. Voilà, c'est ça les pays que j'ai en tête. D'accord. Alors, pour expliquer à quelqu'un qui n'a jamais participé à une compétition de lecture rapide, ça se passe comment et c'est quoi la lecture rapide? Alors, la lecture rapide, comme le nom l'indique, c'est de lire rapidement. C'est des techniques qui nous permettent de lire beaucoup plus rapidement. Un lecteur lambda ou un lecteur lent lit à peu près 200 mots par minute, tandis qu'un lecteur rapide lit à minima 600-700 mots par minute. Et alors, il y a peu de gens qui nous écoutent qui savent à quelle vitesse ça lise. Effectivement. Pour faire simple, un lecteur lent lit un livre de 200 pages en 4 heures. 4-5 heures. Un lecteur rapide lit un livre de 200 pages en 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Et les techniques, il y en a plusieurs. Il y a une technique qui est très simple qui s'appelle le guide visuel, celle que j'enseigne à chaque fois et que je partage quand je suis sur des plateaux. C'est avoir un appui. Nos yeux font ce qu'on appelle des saccades. Ils ont tendance à regarder en haut, en bas, à droite. Et ils ont tendance à ne pas suivre de manière linéaire l'information. Donc on va mettre un guide, soit notre doigt, soit notre stylo, soit une touillette, et on va suivre tout simplement notre lecture. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, c'est mettre des marges imaginaires. C'est faire abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne et lire uniquement ce qu'il y a à l'intérieur des marges.
Donc ça, c'est une deuxième technique. Après, il y a d'autres techniques comme les points de fixation, c'est prendre 2 à 3 mots par ligne. Et il y a d'autres techniques comme le S que moi j'utilise aujourd'hui, c'est venir faire des S en fonction des pages, des petits ou des grands S, si on a envie de lire rapidement ou doucement. Bien. Il y a un test dans votre livre pour tous ceux qui se demandent à quelle vitesse ils lisent et puis savoir comment on calcule. Voilà, bon, bref, il y a des exercices. Donc, faites l'exercice, ça vous donnera en gros la vitesse à laquelle vous lisez. Effectivement. C'est vrai qu'entre 150 et 200 mots minute, vous êtes tout à fait normaux. Oui, on est tout à fait normaux. Effectivement, il y a des personnes qui lisent, et la majorité, il y a une étude, en CM2, quand tu passes en 6e, ce qui est demandé par l'éducation nationale, c'est de lire à 120 mots par minute. Et donc, les élèves de CM2 qui passent au collège, on leur demande d'être à 120 mots par minute. Et aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont bloqués à ce niveau, un tout petit peu au-dessus, ils sont à 150. Ils sont bloqués à ce niveau. Vous êtes dans la moyenne, rassurez-vous, c'est normal. Pour être clair, Mohamed, et pour expliquer à ceux qui nous écoutent, la lecture rapide, c'est pas lire en diagonale, parce que les gens pensent que c'est une lecture en diagonale. Non, on lit vraiment la totalité des informations. On va pas vraiment lire en diagonale, on va venir passer nos yeux, nos mains sur la totalité des lignes du livre. Mais à la différence, il faut vraiment avoir conscience que quand on fait de la lecture rapide, il y a des choses qu'on fait avant la lecture, pendant et après. Déjà, avant la lecture, il va savoir définir le pourquoi, il va falloir se poser des questions. Pendant la lecture, moi, je préconise à tous les élèves de prendre des notes. Prendre des notes fait partie du processus de lecture. Et pour moi, la prise de notes fait partie du processus de mémorisation. Donc, prendre des notes pendant la lecture. Et une fois qu'on a fini, se poser et se dire, voilà, qu'est-ce que je viens de retenir de ma lecture. Oui, parce que l'important, c'est de lire. Dans une épreuve, alors pour les championnats du monde, et encore pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous devez d'abord lire le livre. Alors, pendant les championnats du monde, on nous donne un livre qui n'a pas été édité, c'est un roman. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des appétences sur une thématique. Donc, on donne un roman. On le lit. Une fois qu'on l'a fini, pendant qu'on lit, on peut prendre des notes. Ça, c'est important de le dire. On a le droit de prendre des notes. Une fois qu'on a fini, on rend le livre, ou là, c'était en ligne, donc le livre disparaît. Et là, on nous met 20 questions précises. C'est pas des QCM, c'est des questions précises pour qu'on puisse savoir si on a réellement la réponse. Et on nous laisse une demi-heure pour répondre aux questions. Parce que des fois, il faut attendre 10-15 minutes avant que l'information remonte. Et là, à ce moment-là, si vous êtes en ligne, vous pouvez chercher sur Internet. C'est un livre qui n'a pas été édité, donc même si on cherche en ligne, et là, c'était un livre c'est un livre polonais. C'était Cauchemar des années 20, un livre polonais très compliqué. On peut aller chercher sur Internet, je vous assure qu'on ne trouvera pas. C'est pas des livres, c'est des livres qui n'ont jamais été édités. C'est pas des, voilà, tout simplement. Mais en fait, donc vous êtes chronométré. Effectivement. Et après, vous êtes évalué sur le nombre de bonnes réponses que vous donnez. Les championnats du monde, c'est comment ? C'est lire le livre, soit qu'il lit le plus rapidement. Oui. C'est pas que lire rapidement. Ensuite, on a 20 questions et on fait le ratio entre la vitesse et la compréhension. Il y a des personnes qui peuvent lire un livre en 2 minutes et avoir 0 sur 20 aux questions. Ils seront derniers. Mais ils l'ont pas lu. Effectivement, ça veut pas dire lire. Ils ont tourné les pages. Là, vous avez raison. Ils ont tourné les pages. Là. Exactement. Bien. Et vous avez un taux de compréhension de combien à peu près ? Moi, j'ai eu 18 sur 20 aux questions-réponses au championnat. D'accord. Pour un livre que vous l'avez lu à 17 minutes. Ce qui veut dire que le champion du monde, il a eu combien ? Le champion du monde, il avait lu en 13 minutes. Et il avait eu 16, un truc. Il a eu un peu moins en compréhension, mais comme il a lu plus vite que moi, ça lui a permis de passer. C'est ça, il y en a qui font des sports. Voilà, Après, il y a des stratégies. Il faut trouver la bonne stratégie, celle qui fonctionne. Pour le coup, moi je suis très content de ma performance. Et pour moi, la vraie victoire, c'est pas d'être arrivé vice-champion du monde, c'est tous les livres que j'ai lus pendant cette année d'entraînement. Et c'est tout le chemin que j'ai accompli. Et ça, c'est beaucoup plus important que ce titre. Est-ce que vous allez reparticiper au championnat ou pas ? Je sais pas encore. Il y en a en avril, là c'est le fin avril, il y a le championnat du monde. C'est où ? Alors là, il y a une partie en Pologne et une autre partie en ligne. Parce que depuis qu'il y a eu le Covid, ils ont ouvert les championnats en ligne et donc ils veulent faire des semi-championnats. Donc une moitié qui va vouloir se déplacer, ceux qui veulent se déplacer peuvent aller en Pologne et le reste le fera en ligne et ça va permettre aux gens comme les personnes en Asie, en Afrique de pouvoir, et même en Europe, de pouvoir participer sans avoir cette contrainte du déplacement. Bien, Mohamed Bouclé était avec nous, c'était votre premier book club à l'occasion de la publication de Connaissances limitées. Montrez votre livre.
Connaissance illimitée. Voilà, pour tous ceux qui sont habitués de développement personnel, de formation, vous ne serez pas dépaysés par l'univers, parce que vous faites aussi un peu de développement personnel. Effectivement. Et beaucoup de mind mapping dont on n'a pas parlé. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation et ça m'a fait vraiment plaisir de venir ici. Vous êtes le bienvenu, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Très bon dimanche à tous.